Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Ça te va ? Ça me va, pas de problème. Antoine, Bonjour. Enchanté. Et Sophie. Bonjour Sophie. Ça va, t'as trouvé facilement ? Ouais, facilement. Bon, dans 6 semaines, hein, tout se précipite. T'as tout le casque, t'as tous les... J'ai presque tout le casque, j'ai encore quelques petits rôles à casser. Je tourne près de Nice et dans le Verdon. Eh bien, ce matin, nous recevons Thomas Bourguignon, auteur-réalisateur. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Thomas, pouvez-vous nous dire quels ont été les récits, les livres, les films, les personnages qui vous ont vraiment inspiré depuis l'enfance ? Vaste question. Depuis l'enfance. En fait, moi, ce qui m'a surtout marqué quand j'étais jeune, vers l'âge de 11-12 ans, c'est le cinéma. Et c'est ça vraiment qui a été déterminant pour la suite de ma vie. C'est la vision de 2 films, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de d'Herzu Uzala de Kurosawa et de 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick, que j'ai vu la même année quand j'étais en 6e. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, je ne savais pas du tout qui faisait quoi dans ce métier-là, mais tout d'un coup, d'être transporté dans ces univers extrêmement visuels, des récits d'aventure incroyables, de l'homme plongé dans un univers plus ou moins hostile d'ailleurs, mais en tout cas un univers assez mystérieux, que ce soit les grands espaces de la taïga de Herzu Uzala, ou bien les espaces infinis de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce rapport à l'immensité et à l'énigme de la vie, par ces 2 très grands créateurs que sont Kurosawa et Kubrick, m'a vraiment plongé dans un monde où je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Avant, je voulais être berger, et du coup, ça a changé ma vocation. Je me suis dit, en fait, je veux faire des films. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tenir un journal où j'écrivais des critiques de tous les films que je voyais à partir de 11-12 ans. Ce que j'ai fait jusqu'à l'âge de 30 ans, puisque après je suis devenu critique de cinéma à partir de l'âge de 21 ans. J'ai écrit pour Positif assez jeune. Et donc en fait, voilà, je tenais une sorte de journal intime des films que je voyais. Et je voyais à peu près un film par jour, tous les jours. Et après, quand j'ai travaillé en tant que critique de cinéma et pour le Festival de Cannes, je voyais 500 films par an. Donc j'étais absolument ravi. Ça faisait partie vraiment de ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire vraiment vivre dans ce monde de l'imaginaire qui fait voyager, qui fait découvrir des choses, qui fait rencontrer des gens, etc. Et dépasser complètement le monde dans lequel je vivais, c'est-à-dire me proposer un monde plus fort, plus riche, plus aventureux aussi que le monde dans lequel je vivais, qui était un monde... je dirais, voilà, mes parents, c'était la moyenne bourgeoisie, en tout cas quand j'étais petit. Après, c'est devenu plus grande bourgeoisie, mais en tout cas, quand on était petit, c'était ça. Et déjà, à l'époque, moi, j'aimais beaucoup vivre un peu dans des aventures imaginaires comme font les enfants. C'est-à-dire qu'on avait la chance, à l'époque, donc c'était les années 70, les enfants étaient très libres, et on vivait dans une sorte de grande résidence qui faisait à peu près 10 hectares. Et c'était comme des grandes tours, et à l'intérieur de ce cercle, il y avait un immense parc où on était vraiment livré à nous-mêmes. Alors, c'était pas du tout fermé, c'est-à-dire qu'on aurait pu sortir. Il se trouve qu'on ne le faisait pas trop, un peu quand même, évidemment. Et dans ce terrain de jeu absolument immense, on était libre de faire ce qu'on voulait pendant des heures et des journées entières. Donc, on passait pas des journées entières dans les arbres, mais pas loin quand même. Donc, il y avait des toboggans, des agrès, mais surtout, il y avait une grande forêt. Et on se baladait là-dedans et on rêvait d'aventures, du dernier des Mohicans, de toutes les aventures de Féminer Cooper, les aventures de la prairie, de grandes aventures en fait. On était une bande de gamins qui avaient à peu près tous le même âge. Et c'est des sortes de récits où on devait cacher des trésors, où on inventait des potions dangereuses parfois, puisqu'on a fait évidemment des conneries, hein, comme tous les enfants de nos âges. Donc je me souviens qu'on avait créé une sorte de
de bols comme ça qu'on avait fait en terre glaise, on avait tous pissé dedans et on avait mélangé avec des champignons et c'était une sorte de rite initiatique et on devait en boire, donc évidemment on a tous fini à l'hôpital. Mais donc il y avait ce côté très aventureux d'une enfance où il n'y avait pas les réseaux sociaux et où la vie était vraiment, je dirais, là à portée de main et très très concrète et où on avait vraiment de l'espace pour rêver à des aventures incroyables. Pourquoi ne pas avoir choisi tout de suite d'être acteur, auteur ou réalisateur directement ? Alors, en parallèle de ces critiques que j'écrivais, je ne savais pas à l'époque que ce métier, qu'il existait un métier de critique de cinéma, j'ai découvert ça très tard en fait. Parallèlement, en fait, j'écrivais des récits, j'avais écrit une espèce de roman policier aussi quand j'avais, je sais pas, une dizaine d'années. Mais voilà, qui était un récit qui était un peu avorté dans le sens où il n'est pas allé jusqu'au bout, mais j'avais fait quelques tentatives. Et puis après, quand j'étais étudiant à Sciences Po, j'animais le ciné-club, et donc on était une bande d'amis cinéphiles, et on s'était mis en tête d'écrire des courts-métrages. Et donc j'avais écrit plusieurs courts-métrages, dont un qui avait intéressé un producteur, donc j'avais coécrit avec un ami. Donc on était allé voir le producteur qui avait aimé le scénario qu'on lui avait envoyé, et j'étais venu avec une bande d'amis comme ça, donc on était 4 ou 5, donc il était un peu perturbé en se disant mais qui a écrit, qui va faire quoi, etc. Donc c'était un peu flou pour lui, mais finalement il avait décidé de produire ce court-métrage, et donc moi j'avais fait les repérages, etc. Et en fait au bout d'un moment, en travaillant sur le texte avec mon ami, je m'étais dit que c'était pas assez bien. Et donc j'avais dit, écoute, si tu veux le faire, vas-y, mais moi je ne le sens pas en fait. Et donc cet ami avait réalisé le court-métrage. Je garde les mêmes réserves une fois qu'il était tourné que quand il avait été écrit, donc je trouve que j'avais bien fait de ne pas le faire. Donc voilà, j'avais commencé à écrire, et parallèlement à mes études, donc j'écrivais des courts-métrages, j'étais critique de cinéma, et puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai lu pas mal de scénarios pour les chaînes de télévision. C'était à l'époque France Télé, M6, Canal+. Et parallèlement, j'écrivais toujours ces courts-métrages. Et à un moment donné, donc je m'étais marié assez jeune, et ma femme était enceinte de notre premier enfant. Je devais avoir 26-25 ans. Et c'était un peu un moment de choix. C'est-à-dire que, évidemment, la critique de cinéma payait très très mal, et les courts-métrages ne payaient pas du tout. Donc j'avais fini d'écrire un nouveau court-métrage. Et j'arrive chez M6 et ils me disent, voilà, monsieur Bourguignon, est-ce que vous voulez participer à... On va monter un département de fiction, est-ce que vous voulez nous aider à le monter, puisqu'ils avaient bien aimé les fiches que je faisais. Et donc pour moi, c'était un petit peu un moment où je devais faire des choix, en fait. Et en fait, j'étais pas vraiment satisfait des courts-métrages que j'écrivais. C'est-à-dire que j'avais 25 ans, j'en avais écrit quelques-uns, là j'étais sur le point peut-être d'en tourner un nouveau. Et je me disais, en fait, je trouvais ça un peu... sous influence, très inspiré par, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose de personnel, et je pense que je n'avais pas assez vécu en fait à l'époque, que je manquais d'expérience de vie tout simplement, et que du coup c'était un peu à la manière d'eux. Donc à l'époque j'aimais beaucoup David Lynch, les frères Cohen, Kubrick toujours évidemment, Tim Burton, puis le cinéma asiatique, Edward Yang, Hou Hsiao-hsien. Mais mon inspiration, en tout cas, quand j'écrivais, c'était beaucoup un cinéma très genré, dans le sens film noir, très référentiel, donc très inspiré par l'espèce de trouvailles techniques et narratives des frères Cohen. Et le dernier que j'avais écrit était plutôt bien balancé, mais ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre quasiment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une touche personnelle ou un regard particulier ou quelque chose qui racontait quelque chose sur le monde qui m'entourait en fait. Et du coup, je m'étais dit... J'étais déçu par ce que j'écrivais quelque part. Techniquement, ça tenait la route, mais je trouvais que ça tournait un peu à vide. Et donc, quand M6 m'a fait cette proposition, j'ai décidé que voilà, c'était pas à la hauteur de mes espérances, ce que j'écrivais. C'est pas forcément ce que me disaient les gens autour de moi, hein, mais moi, en tout cas, mon ressenti, c'était que c'était pas assez bien, et que c'est pas ce que je voulais faire, que c'était en dessous. Et du coup, j'ai décidé de basculer et de devenir conseiller de programme pour M6, de continuer à être critique de cinéma, et de continuer à travailler pour le Festival de Cannes, puisque je faisais partie du comité de sélection pour Gilles Jacob, donc j'avais déjà 3 métiers, ce qui était pas mal. Mais j'ai décidé du coup de débrancher l'activité écriture de scénario pendant
quasiment 15 ans. Pour vivre. Pour vivre, et puis en me disant, voilà, aujourd'hui, ça me plaît pas, mais j'ai jamais renoncé. C'est-à-dire que quand j'étais conseiller de programme, par exemple, ou je donnais beaucoup d'idées aussi aux scénaristes, voilà, donc il y avait un vrai échange, etc. Et c'était intéressant, et j'ai beaucoup appris aussi en travaillant sur les scénarios des autres. Et quand je me baladais, je marchais, j'étais dans la rue, je voyais des gens, je lisais, en fait, très souvent, je faisais des plans, c'est-à-dire je faisais du découpage, en fait. Et quasiment tous les jours de ma vie, je faisais du découpage dans ma tête. C'est-à-dire que je voyais des situations, je me disais, tiens, on pourrait faire ça, ou bien quand je discutais avec les scénaristes, ou avec les réalisateurs, ou sur le montage. Mais en fait, j'avais tout le temps cette espèce de deuxième vie en parallèle de ma vie, où je continuais un travail de réalisateur, et je m'étais promis à moi-même que je ferais un film avant 40 ans, ou plus tard à 40 ans. Et c'est arrivé. Alors j'avais 42 ans, j'étais légèrement en retard sur mes prévisions, mais voilà, j'avais une boîte de prod, et j'avais un partenaire, et puis voilà, j'étais dans une phase de ma vie en fait où j'ai divorcé, et j'ai complètement changé. À 37 ans, j'ai beaucoup changé en fait. Avant, on va dire que j'étais catholique de droite versaillais, et après mon divorce, je suis devenu parisien athée de gauche. Donc j'ai vraiment eu une deuxième vie, et donc j'ai lâché une ancienne vie, en fait une ancienne peau quasiment, donc j'ai vraiment complètement mué. On dit que certains animaux avec l'âge changent de sexe. Moi, j'ai vraiment changé de persona quasiment, ou plutôt ma vraie persona s'est vraiment révélée, et je me suis débarrassé de tous les oripeaux qui appartenaient à mon ancienne vie. Et pour être sûr de vraiment bien faire un peeling intégral intérieur, j'ai décidé de partir dans le pays qui me paraissait être la planète la plus éloignée de la mienne, à savoir l'Inde. Et donc j'ai fait un road trip en Inde d'à peu près 1 mois, seul, mais qui m'a paru durer des années. Et l'idée était d'araser en fait, et de couper tout ce qui me retenait à mon ancien moi et à mon ancienne vie. Et donc j'avais dit à tout le monde que pendant 1 mois, il n'aurait pas de nouvelles de moi. Ni mes enfants, ma famille, mon associé, personne. Quand je suis revenu, donc j'étais, très perdu, parce que j'avais vécu des aventures absolument incroyables en Inde, j'avais failli mourir plusieurs fois, etc. Donc c'était vraiment l'idée de mourir et de ressusciter quand même, mais sous une autre forme. Et quand je suis revenu, du coup, j'étais assez perdu sur qui j'étais. Je savais qui je n'étais plus, mais je ne savais pas tout à fait qui j'étais. Et à ce moment-là, France Télévisions avait fait un appel d'offres sur une collection de films qu'ils voulaient faire autour de l'identité. Et donc moi, j'avais à mon retour, j'avais décidé de quitter mon associé, de monter une nouvelle structure. Et je me suis dit, parce que je voulais justement faire des choses beaucoup plus personnelles, et notamment je voulais à nouveau écrire, et donc avoir une société qui soit une société quasiment unicellulaire, où je ferais des projets très personnels. Et donc je m'étais dit, voilà, je repars à zéro, et je vais écrire, réaliser, produire. Et donc cet appel d'offres est tombé vraiment à point nommé, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire autour de l'identité, et j'étais sur mon scooter, et je pensais à rien, en fait, je conduisais juste. Et tout d'un coup, m'est arrivé cette idée que, voilà, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un avait une sorte de trou de mémoire, de petite amnésie. Et puis après, de l'amnésie, je me suis dit, en fait, ça pourrait être aussi carrément Alzheimer. Et j'ai commencé à me renseigner sur Alzheimer. Je connaissais personne qui avait cette maladie. Et ce qui me frappait toujours, c'était que les gens disaient « je suis Alzheimer ». Les gens ne disent pas « j'ai Alzheimer », ils disent « je suis Alzheimer ». Et cette phrase, en fait, m'avait vraiment frappé. Et comme moi-même, j'avais à ce moment-là des espèces de problèmes d'identité, d'une certaine manière, en fait, c'était un récit complètement autobiographique. Et donc, j'ai raconté cette histoire qui était une sorte de portrait, d'autoportrait déguisé de ce que je vivais à ce moment-là. Ce que personne n'imaginait, ce que personne ne savait, que moi je le savais, mais que personne ne savait. Et donc, il me fallait quand même une force phénoménale pour arriver au bout de ça, parce que j'étais quand même extrêmement fragile, mais en même temps poussé par une volonté de vivre et un appétit de découvrir ce que j'étais en train de devenir, en fait, que je ne savais pas encore exactement. Mais du coup, cette espèce de voyage intérieur s'est matérialisé avec ce film qui s'appelle Des mots d'amour.
Et pour la première fois, en fait, j'écrivais quelque chose, je me disais, ah, c'est bien. Il y a du sucre, il y a de la matière, il y a de la moelle, ça parle de quelque chose qui m'intéresse, je sens que c'est vivant. En fait, la matière était tout d'un coup devenue vivante. Techniquement, j'avais fait beaucoup de progrès, évidemment, en travaillant pendant toutes ces années, après 15 ans d'expérience de diffuseur, puis de producteur, et de critique de cinéma. Mais tout d'un coup, surtout, je sentais que la matière sur laquelle je travaillais était vraiment vivante, que ça me parlait, que ça résonnait, que voilà, c'était palpable, en fait. Et c'était vraiment, du coup, je me disais, une expérience que je peux partager avec des gens, qui va intéresser des personnes, et en tout cas qui, moi, va m'intéresser. Le moment était venu et vous aviez comme trouvé votre voie. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là en vous? Prendre en charge un récit dont on est l'auteur, et devenir auteur-réalisateur, c'était un de vos projets depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé alors en vous à partir de ce film-là? Ça a produit quoi d'autre? Donc à partir de ce film-là, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire, mais en même temps, j'avais encore charge de famille, puisque j'avais de nombreux enfants. J'en avais 4 à l'époque, j'en ai 5 maintenant, mais qui étaient jeunes. Donc voilà, je devais encore gagner de l'argent pour les faire vivre, tout simplement. Donc il fallait que je mène de front 2 activités, celle de producteur et celle d'auteur-réalisateur. Et en fait, l'activité de producteur a pris le pas sur celle d'auteur-réalisateur. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé la production assez rapidement de Baron Noir, qui a été une sorte de vortex dans lequel j'ai disparu pendant quelques années, et où vraiment je n'avais quasiment plus le temps de rien d'autre, si ce n'est de produire une série parallèlement, mais plus vraiment le temps d'écrire en réalité. Mais du coup, je faisais beaucoup de seconde équipe pour mes productions. C'est-à-dire que voilà, dès qu'il y avait de la seconde équipe à faire, c'était moi qui m'en chargeais. Ce qui était un peu un petit terrain de jeu, mais qui me permettait de rester connecté à ce qui me plaisait, c'est-à-dire la réalisation. Parce que j'avais vraiment découvert que ce que je préférais, même au-delà de l'écriture, c'était la réalisation. C'est-à-dire ce côté vraiment... créer une forme en fait avec les acteurs, avec la caméra, avec la musique, avec l'étalonnage, avec le mixage. Vraiment créer une forme dont on peut déterminer quasiment tous les aspects en fait. Et comme on modèle une statue anglaise, c'était vraiment assez extraordinaire. Et ce qui était fascinant, c'était qu'à chaque étape, on part d'un matériau inerte. Par exemple, on se dit, bon voilà, je vais écrire une histoire, donc on écrit 5 lignes, au début ça nous parle, et puis on laisse reposer. Puis quand on les relit, on se dit... c'est pas si extraordinaire que ça, donc il faut à nouveau le nourrir presque avec son sang en fait, en tout cas avec son esprit, et puis on écrit un synopsis de 10 pages, puis on le travaille, on le triture, on le transforme, et puis au bout d'un moment ça devient vivant, et puis on le laisse reposer, puis quand on le relit on dit ah, c'est pas si terrible, donc on le reprend, on en fait un séquencier, donc on découpe par séquence, à nouveau on met les séquences dans un ordre, dans un autre ordre, on construit une sorte de pyramide, on se dit ah, là c'est beau, ça tient, ça a une forme. Puis on le relit pour passer au scénario, donc au dialogue, on se dit ah, c'est quand même pas très vivant. Et à chaque fois, en fait, et de la même manière, quand on va faire le premier montage, on appelle ça un monstre, en fait, et ça porte bien son nom, ou un ours. Moi, j'appelle plutôt ça un monstre, et on a envie de vomir quand on voit ça, parce qu'on se dit ça ne ressemble à rien. C'est horrible, c'est de la mécanique, c'est pas du vivant. Et donc pour rendre ça vivant, c'est un énorme travail. Et au début, on est un peu découragé par la chose, puisqu'on avait l'impression qu'on avait écrit une œuvre qui tenait la route et qui était vivante, où il y avait du sang qui circulait à l'intérieur. Et tout d'un coup, en fait, tous les tuyaux sont pas à leur place, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de foie, il n'y a pas de rein, il n'y a rien. Et il faut remettre tout ça en place, parce que c'est à chaque fois une autre forme que prend l'œuvre, en fait. Elle passe du papier. Ensuite, bon, avant c'était de l'argentique, mais maintenant c'est du numérique, et il faut à chaque fois rendre ça vivant. Et pareil, quand on arrive en salle de montage son, au début c'est très très pauvre, c'est vraiment éthique, c'est minuscule, et donc il faut à chaque fois redonner de la vie. En fait, c'est comme si c'était le créateur qui allait donner de sa vie pour nourrir quasiment ce golem, en fait. Et puis, en tant que série politique, c'était la première fois qu'on nommait les partis politiques, les organes de presse, les médias, les journalistes étaient dans leur propre rôle. Donc j'avais vraiment tenu à aller jusqu'au bout de ce processus, et Canal+ nous a vraiment accompagnés là-dessus. Jusqu'à présent, aucune série et aucune fiction ne l'avait fait.
Et donc nous on a pris la décision, et ça c'est moi qui l'ai vraiment assumé pour le coup, de nommer les partis, de garder les sigles, de nommer les organes de presse, de nommer les syndicats, tout. Et souvent mon chef d'éco essayait de changer les choses, il changeait les logos, il changeait les noms. Je disais mais non, c'est pas ce que je veux en fait. Il me disait mais tu vas finir en prison. Je disais oui mais c'est moi qui vais finir en prison, c'est pas toi. Donc c'est mon choix. Donc on était évidemment travaillé en étroite liaison avec un cabinet d'avocats et le service juridique de Canal+, mais il y avait un petit risque, mais on l'a assumé. Et à l'arrivée, je crois que tous les partis politiques ont été contents de l'image qu'on donnait d'eux, dans le sens où on faisait l'apologie de personne, évidemment, et probablement pas du Parti Socialiste, bien que les auteurs étaient très proches du PS, mais c'était une image juste et réaliste. Et on parlait d'identité tout à l'heure avec ce voyage en Inde et ce trouble avec la question qui je suis. Comment ces récits, ce que vous avez produit, ce que vous avez bâti, construit, à quoi vous avez donné vie comme récit, ont apporté une identité qui s'est modifiée chez vous, ou comment vous percevez justement cette identité que vous avez aujourd'hui par rapport à tout ce trajet? Moi, j'étais enfant, j'étais quelqu'un de très timide, à tel point que mes parents m'avaient inscrit dans un cours de théâtre pour justement libérer la parole, apprendre à parler en public. J'étais vraiment bloqué. J'avais un père assez violent et je pense que c'était assez lié, qui était très intransigeant et très peu tolérant. Donc je pense que ça m'avait beaucoup bloqué. Et donc il m'avait inscrit dans ce cours de théâtre et donc pendant 1 an j'ai pris des cours. Mes parents ne savaient absolument pas ce que je faisais pendant ces cours. Et en fait, donc chacun devait choisir un rôle pour le spectacle de fin d'année. Et donc mes parents arrivent pour voir ce spectacle. Ils me demandaient si j'étais content. Je dis oui, j'étais très content. Et donc ils s'installent et donc ils regardent le spectacle. Et puis moi je ne suis pas là. Et dans le dernier acte, à la dernière minute, j'arrive habillé tout en noir, à 4 pattes. Je traverse la salle et je fais miaou et je sors. Donc, ce qui m'a permis de surmonter cette timidité maladive, c'est à un moment donné, j'ai cru en Dieu. Donc j'ai une sorte de révélation un peu mystique et je me suis mis en tête de monter un groupe de prière catholique, tout ce qui y avait de plus Vatican II, on va dire. Et donc c'était un groupe assez charismatique, voilà, où on chantait beaucoup. Et donc moi j'étais une sorte de berger, puisque ça correspondait à ma vocation initiale, de berger de ce troupeau. Donc j'avais quelques brebis avec moi. Et donc porté par cette espèce de révélation mystique, mes freins étaient lâchés. C'est-à-dire que je n'avais plus de peur en fait. Incroyablement, je parlais de manière extrêmement libre. Donc au début il y avait 10 personnes, puis 50, puis à la fin il y en avait 200. Et donc je m'adressais à une foule et sans aucune timidité. Parce que j'ai l'impression que c'était Dieu qui voulait que je dise des choses. Et donc j'y allais, mais franchement. Et donc il y avait beaucoup de monde qui venait comme ça. Le prêtre m'avait donné les clés de la crypte. Et j'avais une communauté comme ça, très nombreuse. Et je donnais comme ça, je professais des choses. Je ne sais pas que le Christ allait revenir ou des choses abracadabrantes, mais du coup je faisais des lectures. Et c'était déjà en fait une forme de... Comment dire, c'était lié à mon métier. En fait ce que je faisais, c'est que je lisais des passages de l'Évangile et je les rendais extrêmement concrets pour les gens. C'est-à-dire que je les faisais vraiment habiter ce passage. Par exemple, si c'était la résurrection de Lazare, donc je lisais le texte et après je le re-racontais à ma façon en leur donnant énormément d'éléments et comme si j'en faisais mon récit en fait de cette histoire-là. Et sur cette base-là, en fait, après, on se mettait à prier, mais l'idée c'était de faire le vide en soi et d'être habité et de soi-même être présent dans cette scène comme si cette scène avait lieu maintenant aujourd'hui. Est-ce que vous pensez toujours que cette source est très sacrée pour vous, la manière de rentrer en communication avec cette inspiration-là? Je crois surtout à la connexion à soi-même. Et si on est en vérité avec soi-même, c'est-à-dire que si on se connaît et du coup on n'a pas peur de soi-même, c'est-à-dire de peur de qui on est,
de peur d'aller explorer des zones qui peuvent être inconfortables ou dangereuses ou inquiétantes ou qui remettent en question des images qu'on pouvait avoir de soi-même. À ce moment-là, on peut aller vraiment chercher des choses vivantes. Et je pense que c'est ce qui me manquait quand j'avais 25 ans ou 20 ans, c'est que j'étais encore pétri de certains principes et de toute une éducation religieuse qui me bloquait à beaucoup d'endroits, qui fait que je n'avais pas accès à la source en fait. Mais donc c'est pas pour moi une source sacrée dans le sens où elle viendrait d'ailleurs, mais c'est une source sacrée dans le sens où elle vient de soi-même, mais que par contre il faut aller la chercher cette source et il faut l'entretenir pour qu'elle continue à jaillir. Et ça c'est un travail aussi de vérité à soi-même qui est exigeant en réalité. Et après c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Eh bien merci beaucoup Thomas. Merci.